bonsoir plutôt. Donc on va vous présenter la conférence qui va démarrer ce soir. Je vous rappelle que c'est dans le cadre de l'exposition La Corse des voyageurs qui a été produite en collaboration avec l'UMR LISA. Nous avons organisé ce cycle de conférences initié par Jacques Thiers, qui est professeur émérite et qui a une mission à l'université. La première conférence de ce cycle, je pense que certains l'ont vue, s'est tenue à la Bibliothèque universitaire le 9 mars. Elle portait sur les trésors de la littérature corse et elle a été présentée par Jacques Thiers, que j'ai vu tout à l'heure dans la salle, professeur des universités spécialisé en langue, littérature et histoire culturelle de la Corse. Donc, pour ma part, je retiendrai de cette conférence qui a été très riche l'incitation à travailler ensemble, bibliothèque universitaire et M3C, médiathèque culturelle de la Corse, pour mettre en place des outils communs sous forme numérique afin de transmettre à la société corse nos richesses patrimoniales. Donc, on a déjà commencé à prendre des contacts et on va essayer de s'y attacher désormais. Donc la deuxième conférence, c'est celle qui se tient ce soir, Littérature et politique, pensée et textes fondateurs du XVIIIe siècle. Donc elle est assurée par Jean-Guy Talamone, je ne sais pas si je le présente, docteur en langue et littérature régionale à l'Université de Corse, enseignant, avocat, et depuis quelques mois maintenant, président de l'Assemblée de Corse. Donc surtout invité pour avoir publié plusieurs ouvrages, tant sur la politique en ligne que sur la langue corse, notamment aux éditions Albiane, un livre intitulé Littérature et politique en Corse, un livre qui cherche à faire le point sur ce que nous dit la littérature corse sur la société insulaire d'hier et d'aujourd'hui. Donc on le sait tous, l'expérience du XVIIIe siècle en Corse a été extrêmement novatrice et les textes littéraires témoignent du caractère précurseur de cette expérience. La littérature, parce qu'elle participe de la vie de la cité, procède du politique, et la littérature tient aussi une place éminente au sein de la culture. Rien d'étonnant donc à ce qu'on se soit associé, bibliothèque universitaire et centre culturel universitaire, pour présenter ce cycle de conférences qui aura une suite et peut-être une régularité dans les années qui viennent. On vient d'en parler avec Jacques, Alain et Anne. Le 13 avril, deux mots sur ce qui va suivre, et je cède la parole tout de suite à Alain. Le 13 avril à 14h à la bibliothèque universitaire, donc la nouvelle bibliothèque universitaire sur le campus Grimaldi, on aura une conférence sur les voyageurs anglais et la Corse, qui sera assurée par le professeur Berretti, que je ne présente pas, qui est lui aussi très connu à l'université, et dont l'un des thèmes de recherche, tout le monde le sait, porte sur les représentations de la Corse et des Corses par des voyageurs anglais, du 18e au 19e. Donc il est aussi auteur de très nombreux articles sur ce thème. Et la dernière conférence aura lieu aussi à la bibliothèque universitaire. Elle sera présentée par Alain Di Meglio et elle posera une question essentielle: qu'est-ce que la littérature corse? Elle aura lieu le 20 avril et conclura donc ce cycle le 20 avril à 14h. Je rappelle aussi que l'exposition La Corse des voyageurs est toujours visible à la bibliothèque jusqu'à la fin du mois d'avril. Enfin, je passe la parole à Alain. Très brièvement, Jacques Thiers développera un petit peu puisqu'il est à l'initiative de ce cycle en collaboration étroite avec la bibliothèque universitaire sur le thème de la littérature. Les angles commencent à se croiser aujourd'hui puisque Eugène avait déjà développé sur des nécessités d'anthologisation, etc. Ici, nous aurons un angle de mise en perspective qui sera, je pense, beaucoup plus politique pour avoir eu le privilège d'accueillir Jean-Guy à Bonifacio et d'avoir quelques éléments en anticipation de ce qui sera dit ce soir. Et je crois qu'on n'aura pas fini ce cycle cette année, Jacques Thiers nous le précisera, mais en tout état de cause, nous allons continuer à croiser les angles et à faire émerger, parce que c'est avant tout un chantier,
que nous conduisons ensemble, et ça n'est pas un luxe parce que le moteur qui constitue une bibliothèque universitaire est essentiel dans l'émergence d'une littérature corse. Et voilà, donc bienvenue à tous pour continuer ce cycle. Je vais tout de suite passer le micro à Jacques Thiers pour poursuivre cet accueil et ensuite entendre Jean-Guy. Merci Alain, merci à tous, merci à Martine et merci à Jean-Guy Talamone. Alors simplement deux mots sur cette idée d'un cycle de conférences. Dans notre esprit, il s'agit de le finaliser sur une thématique importante qui est celle du lectorat. C'est à partir de la notion de lectorat qu'est née l'idée de ce cycle de conférences. En effet, pour nous avons estimé très rapidement dans les premiers échanges que, bien entendu, sans lectorat, il ne peut pas y avoir de littérature. Il peut y avoir une production littéraire, certes. On peut avoir des bibliothèques, mais on n'a pas, à proprement parler, de littérature. La littérature constitue un véritable itinéraire, avec, bien entendu, des repères, que sont les livres, que ce sont les écrivains, à dessein, je ne dis pas les écrivains, les traces, en quelque sorte, d'un imaginaire qui se crée et qui se fixe sur du papier, sur des mots, sur des imaginaires. Et là, déjà, j'emploie avec beaucoup de prudence une notion que je vois, un concept que je vois ici, bien que je le dise à l'envers, imaginaire national. Nous sommes déjà dans la conférence que nous allons entendre et que va nous donner Jean-Guy Talamone. Voilà, l'idée c'est de réfléchir sur la formation d'un lectorat. Et cela, évidemment, c'est une incitation, une invitation à une lecture de plus en plus fréquente, puisque nous savons tous, au fond de nous, qu'un livre n'est jamais terminé tant qu'il n'est pas lu, tant qu'il n'est pas consommé, tant que la lecture ne lui a pas donné une existence. Et nous avons beau aligner des livres et des publications, tant que le lecteur ne les rencontre pas, si je rencontre des regards complices, je vois par exemple l'association des belles lettres, la toute nouvelle association des belles lettres, qui est ici présente et qui s'efforce de défendre la littérature et de donner un statut d'existence pleine et entière à la littérature. Je me tourne de l'autre côté pour fuir ces regards complices et je tombe sur une autre association aussi jeune que la précédente, qui est l'association Awakreade. Voilà, je ne sais plus où donner de la tête, tant, si vous voulez, mon propos me porte de manière inévitable, irrémédiable, vers la consommation de la lecture. La consommation par la lecture de l'œuvre. Et alors là, je rencontre Jean-Guy Talamone et son propos, puisque s'il nous parle aujourd'hui de littérature, il nous parle de politique en même temps. Et on a l'impression, quelque part, avec les dichotomies qui sont, et la catégorisation qui sont de mise depuis peut-être un siècle ou un siècle et demi, on a l'impression que ce sont des domaines qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pourquoi la littérature et pourquoi la politique? Pourquoi se rencontrent-elles? Qu'est-ce qui les fait se rencontrer? Je crois que Jean-Guy Talamone, il va nous montrer, par exemple, la consultation de certains livres qui sont réputés livres d'histoire nous mettent en confrontation directe avec une époque où l'histoire et la littérature n'étaient pas des genres distincts, où l'histoire faisait partie de la littérature, ou tout au moins la littérature incluait
cette histoire en train de se faire qui s'appelle la politique. La politique que l'on voit, mais aussi la politique que l'on pense, la politique que l'on rêve, l'avenir que par le rêve ou par la construction politique, on donne en quelque sorte à la société que l'on vit. Pardonnez-moi, je suis bavard. Vous voyez combien le propos de la littérature nous intéresse, combien nous sentons qu'il est non seulement un propos actuel, contemporain, mais un propos d'avenir. Un propos d'avenir. La littérature est à construire, comme peut-être la politique construit aussi une société, ou comment une société a besoin de la politique pour être construite, achevée, prolongée, pour qu'un avenir soit possible. Alors, concernant Jean-Guy Talamone, bien entendu, nous le remercions infiniment aujourd'hui d'avoir oublié un moment son calendrier. Je ne vous dis pas par quel moyen nous l'avons amené jusqu'ici. Nous l'avons tout simplement kidnappé, amené jusqu'ici, parce qu'il a bien évidemment un horaire et un agenda qui sont démentiels. Mais je ne vois aucun stigmate de cet enlèvement, donc je lui donne immédiatement la parole, mais par anticipation, je le remercie. Merci Bolazir, bonsoir à tous, merci aux organisateurs qui ont eu la gentillesse de m'inviter, merci à vous d'être ici. Alors sur ce que vient de dire Jacques, il y aurait beaucoup à dire, parce que la littérature, effectivement, c'est un mot qui est employé dans des sens qui sont souvent très différents. Pour ma part, lorsque j'ai commencé ce travail, j'ai proposé de reprendre simplement la formule de Mauss, dès lors qu'il y a effort pour dire bien, et pas seulement pour dire, il y a effort littéraire. Donc, effectivement, ça ouvre un champ qui est très large. C'est un champ qui est très large, parce qu'il y a, bien sûr, la littérature de fiction, et alors, la littérature de fiction a une importance considérable. Ce qui me concerne, j'y attache beaucoup d'importance dans ma vie, et je suis un lecteur de littérature de fiction, de romans, de drames, comme je suis un lecteur de poésie. Et je crois que la littérature, elle est évidemment présente dans la littérature de fiction, et de manière très forte. Pour connaître une société et une époque, je crois qu'il est quand même parfois beaucoup plus facile d'y accéder en lisant un auteur de roman qu'en lisant un historien. Je pense que pour connaître la Russie du 19e, lire Dostoïevski, c'est au moins aussi profitable que de lire un livre d'histoire. Pour lire un certain milieu de la haute bourgeoisie, de la noblesse française du début du XXe, je crois que Proust, c'est quand même pas mal, et mieux que certains livres, je dirais, de littérature d'information. Mais il y a également une littérature d'information, il y a une littérature politique, et pour ma part, je prétends que la littérature politique est un genre littéraire à part entière. Là aussi, dès lors qu'il y a effort pour bien dire, et pas seulement pour dire. Et bien sûr, la littérature que l'on trouve dans certains journaux, eh bien, elle est de qualité inégale. Il peut y avoir, mais tout dépend de l'auteur et surtout de la volonté de bien dire. C'est ainsi qu'il y a des articles politiques que l'on peut difficilement classer dans la littérature. On peut le faire, mais enfin, ça peut être contesté plus facilement. Et puis, c'est vrai qu'il y a certains articles sous certaines signatures qui parlent de politique, mais qui sont pleinement de la littérature. Bon, alors là, c'est une introduction, je dirais, générale pour dire que, en ce qui me concerne, c'est le propos que l'on m'a demandé de développer, j'aborderai surtout aujourd'hui la littérature politique du XVIIIe siècle corse et ses prolongements jusqu'à nos jours. Alors, cette littérature, c'est une littérature de langue italienne, puisque les Corses au XVIIIe parlent italien, parlent corse, en tout cas ceux qui ont eu accès à une certaine éducation, pratiquent la langue italienne et écrivent, non pas le corse, mais l'italien, puisque à cette époque-là, il est une idée qui est tout à fait commune, c'est que le corse n'est qu'une variété populaire de l'italien. Paoli lui-même, lorsqu'il fait son testament, donc,
Nous sommes à l'école de son village et à l'université, si possible, s'il est possible de la réouvrir, et il précise à condition que l'enseignement soit donné en italien, qui est la langue de la nation. Alors, il veut dire la nation corse. Il dit que l'italien est la langue de la nation. Donc c'est dire que la démarche d'individuation de la langue corse n'a pas encore eu lieu, et que la langue de la Corse, pour les Corses, c'est l'italien dans toutes ses variétés, donc savante ou populaire. Hein. Donc effectivement, la littérature corse du XVIIIe, c'est une littérature de langue italienne. C'est une littérature de langue italienne à une époque où les Corses participent à la littérature italienne. Hein. On trouve par exemple dans les anthologies du XVIIIe, c'est les Tiraboschi par exemple, on trouve les chroniqueurs corses. C'est-à-dire que les Corses participent à la littérature italienne, et y compris à un niveau tout à fait respectable. Alors, la littérature qui nous intéresse, c'est la littérature de la Révolution corse. Hein. La littérature de la Révolution corse, parce qu'évidemment, elle témoigne d'une époque, elle témoigne d'une démarche, et elle est extrêmement précieuse à cet égard. Alors, c'est une littérature qui a une valeur évidemment diplomatique, parce qu'elle s'adresse à l'extérieur de la Corse aussi, pas seulement, je dirais, aux Corses, mais à l'extérieur. Elle a une valeur de propagande, c'est tout à fait évident. Hein. Elle a une valeur littéraire pour certains textes. Hein. La justification était la révolution des courses, et donc qui est un texte un peu mythique hein, de la révolution corse. Cette justification, c'est effectivement un texte qui a aussi des qualités littéraires. Hein. On voit un certain nombre de maîtrises, on voit une maîtrise hein, des procédés rhétoriques qui sont véritablement remarquables. Mais évidemment, ce sont des textes avant tout politiques, et les choses, bien sûr, ne sont pas incompatibles, tant s'en faut. Alors, ces textes nous intéressent, pourquoi? Parce que ces textes témoignent de la cristallisation de la tradition politique corse au XVIIIe. C'est ce qu'on appelle un peu par facilité le paolisme. Je dis par facilité parce que le paolisme n'est que la deuxième partie hein, de ce XVIIIe politique corse. Le paolisme, bien sûr, s'agissant de Pasquale Paoli, le roi de Canation, hein, qui a eu son père avant, mais on se dit le paolisme, c'est Pasquale Paoli. Pasquale Paoli, c'est évidemment la période de l'indépendance, 1755-1769, et puis après la période française, hein, donc quelques décennies plus tard. Mais avant, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que les Corses ont développé une doctrine. Alors, sur ce qui s'est passé en Corse au XVIIIe, on a l'habitude de dire laboratoire des Lumières. On a, en fait, pendant plusieurs dizaines d'années, considéré, dans le meilleur des cas, que la Corse avait servi de laboratoire pour les idées des Lumières, des idées extérieures. Et souvent, d'ailleurs, il y avait une certaine historiographie, d'ailleurs, qui présentait Paoli comme celui qui avait mis en pratique les idées des Lumières françaises. Donc, ce qui est contestable, évidemment, même si Paoli avait lu les auteurs français. Paoli est baigné dans une ère culturelle différente. Et donc, c'est vrai qu'on voit que cette historiographie avait poursuivi un certain nombre d'objectifs de nature politique lorsqu'elle s'est développée tout au long du XIXe et du XXe. Je pense au contrôle des jeunes qui a beaucoup travaillé ce genre de questions. Donc, effectivement, il y a eu donc toute une doctrine qui a été élaborée par les Corses, par les intellectuels corses, on dirait aujourd'hui, à l'époque, qui s'appelle même spirit, qui sont des théologiens en général, et qui vont élaborer une doctrine simplement pour justifier leur révolution. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir que les Corses n'ont pas seulement mis en pratique des idées des Lumières qui ont été prises à l'extérieur, mais qu'ils ont développé une doctrine originale. Et ces théologiens ne sont pas seulement des prêtres de village, c'est une fonction tout à fait respectable, mais ce sont des théologiens de très haut niveau qui enseignent, pour la plupart d'entre eux, ceux qui écrivent, ou avant, ce sont des professeurs à l'université, bien sûr dans les universités de la péninsule, mais également de la péninsule italienne, mais également de la péninsule ibérique, à Alcalá, à Salamanque. Ils sont enseignants, et ce sont donc des théologiens de haut niveau qui participent à ce que l'on appelle la scolastique baroque, la deuxième scolastique, la scolastique tardive, et ce sont des gens qui participent donc, notamment à Salamanque, à un courant d'idées, à une école qui est particulièrement importante à l'époque. Alors, eux, leur problème, c'est quoi? C'est simplement de justifier la révolution des Corses contre les Génois.
Et la justifier par rapport à l'idéologie dominante de l'époque, c'est-à-dire la théorie du droit divin. C'est-à-dire que se révolter contre le prince, c'est se révolter contre Dieu, y compris si ce prince est une république comme l'était la République de Gênes. Alors, il faut évidemment justifier cela sur le plan doctrinal, sur le plan théorique, sur le plan théologique, et ça n'est pas très simple. Ça n'est pas très simple. Alors, les Corses vont s'appuyer sur ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire effectivement le courant qu'ils connaissent le mieux, et c'est la doctrine thomiste, thomasienne, donc Thomas d'Aquin, ses successeurs, Suarez, Molina, et ils vont trouver un certain nombre d'arguments. Et ces arguments, on va les résumer, parce qu'on va aller peut-être dans un détail qui deviendrait fastidieux, mais ces arguments, c'est en particulier la doctrine de la tyrannie d'usurpation et de la tyrannie d'exercice. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte, ils savent, les théologiens corses, que Thomas d'Aquin et ses successeurs, Suarez en particulier, a beaucoup théorisé cela, admettent que l'on puisse s'en prendre à un prince lorsqu'il est soit un tyran d'usurpation, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de titre, il s'emparait du pouvoir, soit lorsque il a été pourvu d'un titre légitime, mais il est devenu tyran par l'exercice. Alors, dans le premier cas, c'est le tyran d'usurpation, dans le deuxième cas, c'est la tyrannie d'exercice. Ça veut dire qu'un prince au départ légitime se comporte mal et donc devient un tyran. Et dans ces deux cas, on peut s'en débarrasser. Et qui dit ça? Il dit ça, le docteur de l'Église, Thomas d'Aquin, et ses successeurs. Donc c'est évidemment dans un environnement catholique, c'est quelque chose qui est un argument quasiment péremptoire. Alors, les Corses se développent dès le début de la Révolution, c'est-à-dire à partir de la fameuse consulte des théologiens de Reza en 1731, parce que la Révolution a commencé en 1729, 1731, quelques mois plus tard, il développe cette théorie, il commence à développer cette théorie. Elle va arriver à un aboutissement, enfin, en tout cas, à un niveau je dirais, d'élaboration important avec un texte qui s'appelle le Dizingan, qui paraît en 1736, et bien avant Paul. Et elle va trouver son aboutissement, alors là, je pense qu'on peut parler d'aboutissement, avec la justification, et qui va être publiée pendant la période de l'État paulien, c'est-à-dire en 1758, puisque l'État paulien, c'est entre 55 et 1769. Donc, la justification, c'est effectivement un petit peu l'aboutissement, c'est le texte le plus complet, le plus beau également, sans doute. Il dit la même chose finalement, sur le fond, il dit la même chose que ce que disent les théoriciens, les théologiens, donc corses, depuis le début de la Révolution. C'est-à-dire Gênes, alors, ils abordent un petit peu les deux volets. Ils disent Gênes est un tyran d'usurpation, parce qu'au début, c'est pas... Bon, là, c'est pas très clair. Il faut bien dire que c'est pas l'argument le plus fort, et en réalité, les justificateurs le savent et passent assez rapidement sur cet élément de la tyrannie d'usurpation, parce que quand même, au XIVe siècle, il y a eu une ambassade qui est allée à Gênes, de Corse, qui a demandé quand même qu'il se passe quelque chose entre la Corse et Gênes, et donc on sent bien qu'ils ne sont pas tout à fait à l'aise sur ce terrain lorsqu'ils disent que la Corse appartenait à d'anciens maîtres, à des féodaux. On ne les sent pas trop à l'aise sur cette question-là. En revanche, là où ils sont beaucoup plus performants dans leur argumentation, c'est lorsqu'ils parlent de la théorie d'exercice. Et là, ils disent, alors là, c'est épouvantable, Gênes n'administre pas la justice, et c'est la raison pour laquelle les vendettes se multiplient. Gênes nous accable d'impôts, nous n'avons plus les moyens de subsistance. Gênes se comporte véritablement comme un tyran, il ne délivre pas l'éducation aux Corses, il veut les laisser dans l'ignorance. Et ils vont très loin d'ailleurs, ils disent mais ils veulent nous laisser dans l'ignorance parce qu'ils savent qu'un peuple éduqué ne se laisse pas dominer. Donc ce sont des idées qui sont très modernes pour l'époque, parce que c'est exactement les idées que vont reprendre ensuite je le dis entre parenthèses, les auteurs de la décolonisation, Albert Memmi, Frantz Fanon, vont reprendre exactement, sans avoir lu probablement Salvini, bien entendu, mais en tout cas ils vont dire la même chose. Donc, c'est très intéressant de voir ce qu'ils développent comme idéologie, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que l'interprétation qu'ils font de Thomas d'Aquin est très discutable. Parce que jusqu'à cette expérience corse, effectivement, il y a cette doctrine de la théorie de la tyrannie d'usurpation et de la tyrannie d'exercice. Mais la tyrannie d'exercice, en fait, elle n'est jamais soulevée que pour des raisons d'ordre religieux, jamais pour des raisons d'ordre séculier. C'est-à-dire que il y a l'histoire de Jacques Ier d'Angleterre et de son rapport avec les catholiques. Alors on dit effectivement, Jacques Ier d'Angleterre est un tyran, en tout cas c'est développé. Mais les premiers qui vont utiliser
cette doctrine en la détournant un petit peu à l'égard de motifs d'ordre séculier, bien ce sont les Corses. C'est très très moderne ça, parce que finalement, ça veut dire que c'est presque une motion de censure comme on la conçoit aujourd'hui à l'époque, à notre époque. C'est pour des raisons qui sont tout à fait séculières, les impôts, la justice, l'éducation, que l'on va décider qu'un prince est devenu tyrannique et qu'il faut donc s'en débarrasser. Donc vous voyez un petit peu, c'est un petit peu le début du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hein. Et véritablement, les Corses font semblant de ne rien changer à la doctrine thomiste thomasienne, et ils disent, nous on ne fait qu'appliquer ce que dit Thomas d'Aquin, parce qu'ils ne veulent surtout pas inquiéter les autres princes d'Europe. Ils sont vraiment dans une logique révolutionnaire qui n'a strictement rien à voir avec la logique qui sera celle de la Révolution française plus tard, où il y a une volonté d'étendre la Révolution. Hein. Eux, au contraire, ils disent non, mais nous, on n'est pas du tout contre les autres princes d'Europe. D'ailleurs, la justification dit des choses très agréables sur le roi de France et sur les autres princes de l'Europe, en disant vous êtes les délices de vos sujets parce que vous vous comportez très bien. Mais nous, on a un problème, c'est qu'on a les Génois, ils sont très méchants, et ces Génois sont des tyrans. Voilà. Donc le problème des Corses, c'est les Génois, et c'est surtout pas d'étendre la Révolution, c'est surtout pas d'inquiéter les autres cours d'Europe, c'est surtout pas d'inquiéter le Saint-Siège, c'est d'essayer d'attirer la sympathie de l'ensemble de l'Europe contre Gênes. Voilà vraiment Et on voit que finalement, tout ça est très bien amené, notamment dans la justification. Alors, ça, c'est finalement la doctrine qui est élaborée par les théologiens corses. Et lorsque Paul va arriver en Corse et va prendre le pouvoir, lui, il va amener sa propre culture. Et sa propre culture, c'est bien sûr celle-là, parce que son père était bien sûr un révolutionnaire, un chef de la révolution corse, donc il connaît parfaitement cela. Mais il connaît autre chose, parce que lui, il a reçu son éducation à Naples. Il a eu comme maître Genovese, qui est un des grands des Lumières italiennes, hein, c'est un des plus importants, avec Giannone et avec Beccaria, qui est connu par le juriste en particulier, avec Vico. Donc c'est quelqu'un qui est très important, le maître de Paul. Il n'est pas contesté sérieusement que Genovese a été le maître de Paul. Cela a été montré par le professeur Fermaetto il y a plusieurs dizaines d'années, avec des témoignages qui sont tout à fait convergents. Genovese, c'est quelqu'un d'important et c'est quelqu'un qui est, bien qu'ecclésiastique, qui est pour la séparation de l'ordre ecclésial et de l'ordre politique. C'est intéressant pour l'époque. Mais, bien entendu, il n'est pas sur la position d'éjecter le fait religieux, comme le seront plus tard les révolutionnaires français. Donc il plaide en fait pour une laïcité tranquille. C'est un petit peu la position d'ailleurs des Lumières italiennes de manière générale, même s'il y a quelques auteurs plus incisifs contre Rome, mais globalement, les Lumières italiennes ne sont pas du tout dans la tonalité des Lumières françaises sur l'aspect anti-religieux. Donc voilà le maître de Paul, c'est Genovese. Et ce qui est intéressant, c'est que Genovese est lui-même le disciple de Giambattista Vico. Giambattista Vico, qui est connu aussi dans les universités françaises, à la différence de Genovese, qui n'est pas très connu, mais qui est très connu en Italie en revanche. Mais Giambattista Vico, lui, est très connu parce qu'il a été traduit par Michelet, donc il est très connu. Aujourd'hui, on dit même que, c'est un auteur très intéressant, on dit même que ça a été le précurseur de la pensée complexe, cher à Edgar Morin. Donc c'est quelqu'un de très important, et considéré comme très important à l'échelle planétaire aujourd'hui. Alors ça a été non pas le maître de Paul, mais le maître du maître de Paul. Et Jean-Baptiste Vico, il est intéressant pourquoi pour nous? Il est intéressant parce que, à côté de ces travaux qui sont considérables, qui sont très connus, il y a peut-être une partie de ces travaux un peu moins connus, mais très importants sur l'éducation. C'est un théoricien de l'éducation, Jean-Baptiste Vico. Bon, ça se sait aussi, quand même, je veux dire, c'est pas un secret, c'est pas un scoop. Et il dit quoi à l'époque? Parce que Jean-Baptiste Vico, c'est vraiment le début des Lumières, c'est le pré-illuminisme, c'est vraiment la première, c'est les pré-lumières italiennes, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Jean-Baptiste Vico? Il dit l'éducation, c'est un devoir de l'État. Il ne faut pas la laisser entre les mains de l'Église et des bienfaiteurs qui vont financer quelques établissements. C'est un devoir de l'État. Et lui, évidemment, il plaide pour l'État napolitain et il dit qu'il faut véritablement former les cadres de cet État napolitain. Et pour lui, c'est véritablement très important. Et finalement, cette idée, je dirais, de l'éducation au centre d'action publique, son disciple Genovese, il va la reprendre à son compte, et va également être très attaché à cette notion d'éducation au centre d'action publique.
Il aura d'ailleurs à cet égard une polémique avec Jean-Jacques Rousseau, lorsque Jean-Jacques Rousseau éditera un ouvrage qui est assez connu, c'est Le discours sur les sciences et les arts. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rousseau? Rousseau nous dit l'homme naît naturellement bon, et ce sont les sciences et les arts qui le corrompent. Bon. Alors évidemment, c'est un petit peu, je dirais, provocateur de la part de Jean-Jacques Rousseau. Mais dans les livres aussi, il y a des choses très provocatrices sur l'éducation. Hein. Bon, notamment qu'il ne faut pas donner aux enfants, il ne faut pas leur mettre des livres entre les mains, etc. Bon, il dit des choses un petit peu provocatrices, mais en tout cas, Genovese, qui est un personnage à l'époque de même dimension, lui répond par un autre ouvrage. Et cet ouvrage s'appelle, alors je traduis bien sûr, c'est en italien, Lettres académiques sur le point de savoir si les ignorants sont plus heureux que les savants. Alors on voit là l'ironie de ce titre, une ironie que je n'ose appeler voltairienne, mais qui est très incisive, et il répond à Rousseau, il dit mais comment? Il dit mais lorsque nous naissons, nous sommes des brutes, lorsque nous naissons, nous sommes ignorants, et c'est l'éducation et les arts, c'est les sciences et les arts qui font de nous des hommes. Et donc Genovese, il présente l'éducation comme la condition de l'émancipation des hommes, des individus et également des peuples. Et Paul, il va retenir ces leçons. Alors, tout ça pour dire que lorsque Paul il va prendre le pouvoir, en 1755 en cours, c'est qu'il va devoir mettre en œuvre une action publique. Eh bien, Paul va se souvenir, bien sûr, de toute la doctrine thomiste, thomasienne, de Suarez, des premiers justificateurs, du Dizingan, qu'il a lu évidemment, de 1736, tout ça, il va le reprendre à son compte, il va le refaire publier dans la justification, il y aura exactement tout cela. Mais il va y avoir davantage dans l'action de Paul, il va y avoir ce qu'il va amener lui-même, et lui c'est un homme des Lumières, alors, pas spécialement des Lumières françaises, même s'il a lu Montesquieu, c'est vrai, mais pas spécialement des Lumières françaises, c'est un homme qui a baigné dans les Lumières napolitaines. Et les Lumières napolitaines à l'époque, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien en Italie, c'est véritablement un centre très important. C'est aussi un machiavélien, pas un machiavélique. Bon, il faut évidemment, il est à peine nécessaire de le préciser dans une université. Machiavel n'est pas, je dirais, la caricature qu'en font non pas des auteurs, mais je dirais plutôt l'imagerie populaire. Machiavel est un républicain. Machiavel est un républicain et son livre républicain, c'est le discours sur la première décade de Tite-Live. Il a aussi écrit Le Prince. Le Prince est aussi, à bien le lire, un ouvrage républicain. Il a écrit L'Art de la guerre, il a écrit beaucoup de choses. Mais Machiavel, c'est celui qui a théorisé le républicanisme classique, c'est-à-dire celui qui vient des républiques médiévales italiennes, le républicanisme dont la Corse va être aussi l'héritière à un moment donné. Parce que la République de Paoli, elle ne naît pas je dirais, par l'effet d'un miracle politique. Elle est un maillon d'une chaîne qui part des républiques antiques et qui passe par les républiques médiévales italiennes, celles qui se sont développées au XIIe siècle, notamment contre les velléités de l'Empire de se réapproprier ses droits. Donc il y a, à partir du XIIe siècle, en Italie, dans le nord, dans le centre, des communes qui vont mettre en place des systèmes républicains. Et ces républiques vont disparaître, pour la plupart, au XVIe, elles auront toutes disparu, sauf Venise, Lucque, Gênes, à qui nous avons eu évidemment affaire. Et évidemment, Paul ne va jamais se réclamer de Gênes, et même pas de la République d'ailleurs, parce que la République c'est Gênes dans l'esprit des Corses. Et donc Paul va dire le royaume, mais en même temps, il s'agit véritablement d'une République qui ne porte pas son nom, toujours pour des raisons de propagande, parce que pour les Corses, République c'est égal Gênes, mais c'est bien une République. Et c'est une République qui est parfaitement dans le fil de cette chaîne des républiques qui passe par les républiques médiévales italiennes. Plus tard, lorsque les Français vont créer une république, à l'époque révolutionnaire, ils vont simplement se rattacher à l'Antiquité, à grand renfort de symboles antiques, mais ils prétendent établir un lien entre l'Antiquité et le XVIIIe siècle, d'un coup comme ça. C'est très impressionnant et c'est très pertinent aussi, mais en même temps, ça a un petit côté artificiel. La République corse de Paoli, en revanche, c'est toute une évolution. Et Paoli récupère, y compris chez Gênes, un certain nombre de dispositifs
qui lui paraissent intéressants. Il ne le dit jamais. Par exemple, bon, simplement un exemple, c'est un peu technique, le syndicat, c'est-à-dire le contrôle, et le fait de contrôler si les dirigeants respectent bien les lois, eh bien le syndicat est une institution génoise que Paul va reprendre dans sa République. Il ne le dira jamais. Il ne dira jamais, ça j'ai pris aux Génois. Et parce que les Génois, c'est l'ennemi absolu. Et il faut continuer, bien sûr, dans un esprit de propagande, donc à dire cela. Mais le syndicat, c'est aujourd'hui ce que des auteurs essentiels du républicanisme, je pense à Maurizio Viroli, par exemple, qui est un auteur italien qui travaille sur le républicanisme et qui est extrêmement aujourd'hui reconnu. Hein, donc à cet égard, le syndicat, par exemple, pour lui, c'est un marqueur du républicanisme. Tout simplement, et du républicanisme médiéval italien, avec ses prolongements. N'oublions pas que ce républicanisme médiéval italien, qui est très peu connu dans les universités françaises, eh bien, c'est ce sur quoi tous les auteurs sur le républicanisme travaillent à l'échelle planétaire, en particulier les Anglais et les Américains. Ils travaillent beaucoup plus d'ailleurs sur les républiques médiévales italiennes que sur la République française, les auteurs anglo-saxons en particulier. Mais c'est vrai que dans l'université française, on ne travaille pas trop là-dessus. Voyez, bon, alors, Paoli va être dans cette tradition républicaine, mais il va apporter autre chose. Et il va apporter quoi? Il va apporter d'abord la laïcité, alors bien sûr, je ne vais pas l'appeler comme ça, mais la séparation de l'ordre ecclésial et de l'ordre politique. Séparation, c'est-à-dire que Paul, il va dire, voilà, je n'accepterai pas l'empiètement de l'Église sur le pouvoir de mon gouvernement. Et il n'accepte aucun empiètement. Il va s'en prendre assez violemment aux évêques, d'ailleurs, hein, de manière régulière. En revanche, il ne prétend pas éjecter la religion de son État. Bien entendu, il s'adresse avec beaucoup de déférence au pape. Et il demande même la visite du fameux visiteur apostolique, ce qui va rendre les Génois fous de rage, hein, parce qu'il va l'obtenir en plus. C'est une forme de reconnaissance diplomatique que de voir le Saint-Siège envoyer un visiteur apostolique en Corse. Donc, par lui, va être, sur ce point-là, un républicain, je dirais, d'un type nouveau. Parce que les républiques antérieures, elles ne sont pas du tout laïques. Les républiques médiévales italiennes sont évidemment chrétiennes. La République de Genève, elle est protestante. Mais cette notion de séparation entre l'ordre ecclésial et l'ordre politique, mais c'est quelque chose qui vient de très loin, que Thomas d'Aquin a permis. Vous voyez comment on peut faire des recoupements. Que Thomas d'Aquin a permis, parce que Thomas d'Aquin, c'est quand même le premier qui va séparer la philosophie politique de la théologie. Alors, il n'a pas créé la laïcité, mais en revanche, il a ouvert une porte. Et lorsque, quelques générations plus tard, Dante Alighieri va écrire son ouvrage « La monarchie », eh bien, il va défendre l'empereur contre le pape, et il va dire, mais il y a deux choses différentes. Il y a la spiritualité, et ça c'est le pape, le maître, mais il y a aussi la temporalité, et c'est l'empereur qui doit être maître de cela. Et Dante Alighieri, en fait, marque une nouvelle étape sur cette laïcité. Et tout cela, finalement, bien avant la période qui nous occupe, on peut imaginer simplement que Paoli a été, à un moment donné, une nouvelle étape dans la construction de cette laïcité. Ça va très loin. Ça va très loin. La tolérance religieuse. Bon, vous savez, en 1755, en Europe, la tolérance religieuse, il y a beaucoup de monde qui y pense. C'est même une idée un peu saugrenue. Mais en Corse, non seulement on y pense, mais on l'applique. La fameuse histoire, la fameuse affaire du juif de l'île Rousse. À l'île Rousse, un juif se présente pour voter. Parce qu'on vote en Corse. D'ailleurs, de toute façon, les juifs ne votent pas, mais les autres non plus. Mais enfin, en Corse, on vote. Et un juif se présente et dit, moi je veux voter, moi je suis ici, ça fait pas longtemps que je suis ici, mais j'ai le droit de voter, parce que je suis un citoyen. Alors évidemment, l'administration, là, il réfléchit, ils se disent, mais bon, on va pas faire une bêtise, quand même, c'est compliqué, bon, mais ça dépend un juif, bon, est-ce qu'il doit voter, est-ce qu'il ne doit pas voter? Bon, le mieux, c'est qu'on interroge le général, l'autorité suprême, et on s'adresse au chef d'État. Et Paul lui répond par une formule magnifique. En Corse, la liberté ne consulte pas l'Inquisition. Qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Il nous dit, si c'est un honnête homme installé sur le territoire de la nation, il a le droit de vote. Alors vous voyez un petit peu que non seulement tolérance religieuse, mais intégration des Juifs à l'État, tout en reconnaissant bien sûr que la Corse est chrétienne et catholique à l'époque, et c'est ce qu'il fait notamment dans ses relations avec le pape.
Donc une laïcité, une forme de laïcité qui est une laïcité tranquille, qui est différente de la laïcité, c'est vrai, que les révolutionnaires français vont mettre en œuvre. Sur l'éducation, Paul, il inutile d'insister lourdement sur la question. Paul, il va évidemment mettre l'éducation au centre de son action publique. On peut penser bien sûr à la création de l'université. C'est quelque chose de véritablement incroyable. Les Génois ne comprennent même pas ce que veulent les Corses. Et ils sont de bonne foi. Il y a eu 2 éditions de la justification. Il y en a une en 1958, je vous le disais, c'est l'édition originale. Et puis il y en a une en 1764. Alors, c'est une édition considérablement augmentée. Les bibliophiles la connaissent, elle est très belle. Elle est même plus belle que l'édition originale d'ailleurs. Et il y a donc le texte initial de 1958, c'est-à-dire la propagande corse, pour aller vite. Il y a la réponse d'un intellectuel génois, qui est l'évêque Jussignal, qui répond point par point. Et il y a la réplique des Corses sous la plume de Guelfucci, Bonfilio Guelfucci, la réplique. Et on publie tout ça, bien sûr, sur ordre du gouvernement national corse. On publie tout ça simplement pour des objectifs de propagande. Et là, c'est très intéressant parce que c'est un livre dialogique. On voit une thèse, on voit ensuite la réponse, et puis on voit la réplique. C'est très intéressant. Sur la question de l'éducation, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Corses se disent, oui, les Génois nous ont laissé dans l'ignorance, ils ne veulent pas qu'on progresse parce qu'ils veulent nous garder sous leur domination. Les Génois te répondent, mais comment pouvez-vous dire ça? Mais c'est scandaleux. Ce sont des bienfaiteurs génois qui ont financé le collège de Bastia et le collège d'Ajaccio. Et là, la réplique de Guelfucci, qui ne se fait pas attendre, il dit, mais attendez, on ne parle pas de la même chose. C'est exactement les termes qu'il emploie. Nous ne parlons pas de la même chose. Je ne vous parle pas des bienfaiteurs, je ne vous parle pas de l'Église, je vous parle de l'éducation comme un devoir de l'État. Et cela, eh bien, les Génois ne peuvent même pas le comprendre. Ils n'ont pas eux-mêmes d'université à ce moment-là. Ils n'en ont pas. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ces Corses qui sont pauvres et qui veulent avoir ce que nous n'avons même pas? Mais cela montre véritablement l'écart qu'il y a, y compris sur le plan théorique, entre les nationaux corses et les Génois. Aussi dans l'échelle des valeurs et dans le système de valeurs. Alors, voilà ce que va faire Paul. Éducation au centre de l'action publique. Laïcité que j'appelais laïcité tranquille, séparation des 2 ordres. Constitutionnalisme, une constitution écrite. Ça n'est pas rien à l'époque, c'est tout à fait nouveau. D'ailleurs, il y a certains auteurs italiens qui sont des spécialistes du constitutionnalisme, je pense au professeur Campus, qui consacre des chapitres entiers donc, à la constitution corse. Ça n'est pas rien. Il y a notre constitution de 1955 qui commence par ces mots, et ça n'est pas rien. La diète générale du peuple corse, légitimement maître de lui-même. Et ça, c'est clairement le principe de libre détermination des peuples. Ce qui est encore une innovation incroyable à l'époque. Et ça, c'est le gouvernement national, c'est pareil. Alors il y a beaucoup de choses, et qui font passer à une forme de république nouvelle. Bien sûr, dans la chaîne des républiques, mais une étape nouvelle, un maillon nouveau. Et ça, c'est vrai que cela n'a pas été suffisamment, jusqu'à présent, affirmé. C'est-à-dire qu'il y a eu véritablement, non pas seulement application des idées des Lumières, mais il y a eu l'aspect théorique et l'aspect pratique. Et l'aspect pratique est allé très loin. Alors, un mot simplement sur un autre de nos compatriotes qui va venir après, c'est Napoléon Bonaparte. Et Napoléon Bonaparte, on n'a pas tellement examiné ce qu'il y avait de corse en lui. Je ne parle pas de son enfance, bien sûr, de tous ceux qui font un livre sur Napoléon, qu'on parle de son enfance, il était Ajaccio, etc. On le sait. Bon. Non, je parle de son action politique. Qu'est-ce qu'il y a de corse dans son action politique? Mais pas oui. Jusqu'à l'âge de 20 ans, comme l'écrit le professeur Tullard, il n'est que corse, alors que ça fait 10 ans qu'il vit en France. Il n'est que corse. Et il n'est que corse parce que, bien sûr, sa culture politique, c'est le paolisme. Son père était un proche de Paul, et puis, effectivement, lui-même est un paoliste fervent. À l'âge de 20 ans, il est paoliste, il est violemment anti-français. Hein. Il suffit de lire ce qu'il écrit à l'âge de 20 ans, et notamment lorsqu'il s'essaye un peu à la littérature de fiction. Hein. Bon, je vous conseille d'aller voir une nouvelle qui s'appelle Nouvelle Corse. Hein, les qualités littéraires ne sont pas, à mon avis, brillantissimes, mais en revanche, ça nous informe vraiment sur l'état d'esprit de Napoléon à l'âge de 20 ans. Il est violemment anti-français. Il reproche aux Français d'avoir détruit la nation. Et donc, Napoléon, lorsque plus tard il deviendra l'empereur des Français, il faut examiner ce qu'il a fait. Et il y a quand même des choses qui sont extrêmement troublantes, ou en tout cas qui montrent très, très clairement qu'il n'a pas
oublié les leçons de son enfance et de sa jeunesse. Sur les points que je soulevais, laïcité tranquille, et non pas laïcité de combat, comme on dit aujourd'hui, hein, ou laïcité virulente, comme disent les chercheurs américains en parlant de la France. Aujourd'hui, il y a des chercheurs américains qui utilisent ce qualificatif. On pourrait en parler, c'est très important, mais nous n'avons pas, ça n'est peut-être pas le lieu. Laïcité tranquille. Napoléon n'est pas le continuateur à cet égard de l'action révolutionnaire française, pas du tout. Il est celui qui a mis un terme. C'est celui qui signe le concordat, même si c'est un concordat qui va signer en position de force en défendant les intérêts de son gouvernement, évidemment, mais il signe le concordat. Il va faire sonner les cloches de Notre-Dame qui sonnent depuis 10 ans. Et les vieux conventionnels vont vivre cela comme une abjuration, hein, comme l'écrit d'ailleurs Guénifet dans son dernier ouvrage sur Bonaparte. Une abjuration, c'est-à-dire qu'il n'est pas le continuateur de la Révolution. Il est celui qui, à un moment donné, va, comme Paul, considérer que le pouvoir politique doit être indépendant du pouvoir religieux, mais qu'il faut reconnaître aussi la situation en matière religieuse. Et il va reconnaître quoi? Simplement que le catholicisme est la religion de la majorité des Français. C'est exactement ce qu'avait fait Paul. Sur la question de l'éducation, bon, c'est pas la peine de développer cela à outre mesure, mais Napoléon est le réorganisateur de l'université française. Il y a un article très intéressant de Jacques-Olivier Boudon, d'ailleurs, qui a été écrit à ce sujet. C'est très intéressant de voir comme Napoléon a considéré aussi que l'action publique, au centre, devait avoir l'éducation. On pourrait trouver d'autres points communs entre la politique publique de Paul et celle de Napoléon, notamment, par exemple, leur sens de la communication et de la propagande. Ça, c'est véritablement, ce sont presque les inventeurs de la propagande moderne et de la communication. Lorsque Paul il fait sortir la justification, il écrit dans une de ses correspondances à un de ses proches, si tu voyais la guerre que fait la presse aux Génois, il veut dire la presse, sa presse, fait la guerre aux Génois. Donc c'est-à-dire la presse comme une arme de guerre. Et Napoléon Bonaparte, avec son bulletin, hein, qui disait pas toujours la vérité, hein, il y a même une expression française qui est demeurée, menteur comme un bulletin, ça fait référence au bulletin de la Grande Armée. Mais enfin, c'est ce sens de la communication qui est particulièrement moderne à l'époque, et qui est particulièrement novateur. Alors tout ça, et surtout, je dirais, ce qui est essentiel de l'action publique de Napoléon Bonaparte, montre qu'il n'a pas oublié les leçons de sa jeunesse. Et ceux qui travaillent sur Napoléon aujourd'hui dans les autres universités, je ne parle pas de ceux qui travaillent dans cette université, qui en sont parfaitement conscients, hein, notamment les économistes, mais ceux qui travaillent ailleurs, et il y en a à l'échelle planétaire qui travaillent sur Napoléon, à l'échelle planétaire, eh bien, ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas développé suffisamment, ils ne se sont pas penchés assez sur la question. Alors, je crois que j'ai peut-être dépassé mon temps de parole. J'en viens à ce que l'on peut retenir de cette tradition politique et finalement faire le lien avec aujourd'hui. Il y a manifestement une tradition politique corse qui s'est développée au fil des siècles, qui s'est cristallisée au XVIIIe, c'est en tout cas l'interprétation historique que je livre à votre réflexion, parce que les interprétations sont toujours discutables. Ce qu'il faut respecter, ce sont les faits, et les faits, je les respecte, les textes, je les respecte. Sur l'interprétation historique, il peut y avoir évidemment des lectures différentes. Moi, ce que je disais simplement, et c'est ce que je propose à votre réflexion, c'est que la pensée politique corse s'est cristallisée au XVIIIe siècle, avec, c'est vrai, un travail qui a été fait sur place par des intellectuels brillants, et non pas, je dirais, des gens qui ont écrit quelque chose parce qu'il fallait écrire quelque chose. Des intellectuels brillants qui ont développé une théorie, qui ont développé une doctrine, à travers l'apport de Paul qui a amené tout ce qu'il connaissait des Lumières, mais des Lumières italiennes évidemment, et napolitaines singulièrement. Il y a l'apport de Machiavel, et bon, je me suis proposé de montrer dans un petit ouvrage que j'ai pas eu le temps, malheureusement ces derniers mois, j'ai été un petit peu empêché, mais j'étais en train de terminer un ouvrage sur Paul et Machiavel, Paul qui est un républicain, comme Machiavel, et qui suit à la lettre les préceptes de machiavélien. Donc je me suis intéressé à la question et j'ai essayé de relire toutes les correspondances de Paul sous l'éclairage du discours sur la première décade de l'Église de Machiavel, le prince, l'art de la guerre, enfin l'essentiel des grands textes machiavéliens. Et ce que je crois pouvoir démontrer, mais ça fera peut-être l'objet peut-être demain, enfin en tout cas de ce petit livre que je suis en train d'écrire, ce que je crois pouvoir démontrer, c'est qu'il n'y a pas eu dans l'histoire de l'humanité, depuis Machiavel, un seul chef d'État qui ait exécuté à la lettre les préceptes machiavéliens. Sincèrement. Alors,
ici ça n'est pas le lieu et on déborderait trop, mais ça aussi ça fait partie, ça fait partie de la tradition politique italienne, le machiavélisme. Ça fait partie également de la tradition politique corse qui a été longtemps sous l'influence, bien entendu, de la tradition politique italienne. Et puis il y a eu 250 ans de présence française, de participation à la politique française. Et moi je ne viens pas vous dire ce soir que tout ça n'existe pas. Bien entendu que nous sommes aussi le produit de cela. Et même, ce sont des choses qui sont beaucoup plus apparentes que ceux dont je vous parlais à l'instant. La gauche, la droite, bien sûr. Mais souvent, lorsqu'on gratte un peu, on se rend compte que la notion de gauche et droite chez nous, c'est pas tout à fait comme ailleurs. Bon. Mais parce qu'il y a les couches profondes de notre imaginaire politique qui de temps en temps affleurent. Elles affleurent, elles n'ont pas disparu. Elles peuvent à un moment donné s'éclipser sous le poids de l'actualité politique qui vient de l'extérieur et qui vient désormais, et depuis le début du XIXe siècle ou la fin du XVIIIe siècle, qui viennent de Paris. Alors bien sûr, tout ça pèse très lourdement sur la communication, sur les journaux, sur les livres, mais il y a des couches profondes de notre imaginaire et le paolisme est toujours présent sous cette forme-là. Et de temps en temps, le paolisme affleure. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines en Corse. Les couches profondes ont affleuré. Je vous donne un seul exemple. Lorsque nous avons décidé, avec les autres responsables de la nouvelle majorité de la collectivité territoriale de Corse, lorsque nous avons décidé la prestation de serment sur la justification. Alors, évidemment, le symbole, vous apparaîtra, surtout après ce que je viens de dire. Mais tous les Corses ont compris, spontanément, même ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la justification. Je ne parle pas de ceux qui ne l'avaient pas lu, parce que quasiment personne n'a lu la justification. Enfin, en tout cas, depuis décembre, ils sont en rupture de stock de la traduction arabe. C'est intéressant. Mais les Corses ont instinctivement compris ce dont il s'agissait. Alors que les journalistes parisiens qui étaient présents le jour, qui étaient d'ailleurs, pour la plupart, c'est vrai, des journalistes brillants que je connais bien, que je connais depuis des années, de grands organes parisiens, qui ont fait Sciences Po, qui ont fait l'ENS, qui ont fait des tas de choses, et l'école de journalistes de Lille, tout ce qu'on veut, et qui ne comprenaient absolument pas. Il m'a fallu, je parle d'un journaliste intelligent, que je connais bien depuis longtemps, et qui connaît la Corse, parce qu'il vient souvent, il m'a fallu à peu près une heure et demie pour arriver à lui faire comprendre ce que nous avions voulu faire. Alors que, dans la rue, les Corses, même ceux qui n'avaient pas jusque-là entendu parler de la justification, ont compris instantanément le message qui leur était délivré. Cette manière de renouer avec une tradition. Bien sûr, non pas pour revenir au XVIIIe siècle, mais pour se projeter dans l'avenir à partir de ce que nous sommes. En ne reniant rien de notre parcours, y compris l'influence, bien sûr, qui a été importante dans notre tradition politique par la France, mais en se souvenant que cette tradition qui a été donc apportée encore, cette tradition qui a été largement structurée par la Révolution française, la tradition politique française a été largement structurée par la Révolution française. Aujourd'hui, je veux dire, tout le monde le reconnaît, tous les intellectuels le reconnaissent. Vincent Peillon, dans son livre il y a quelques années, La Révolution française n'est pas terminée, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, un ministre, mais c'est surtout un intellectuel, et c'était pas le plus idiot des politiques français. Il nous dit, mais notre pensée politique est structurée par la Révolution française. La pensée politique corse est structurée par une autre révolution. Et ces deux révolutions ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. Hannah Arendt s'est livrée dans un ouvrage qui s'appelle On Revolution, sur l'essai sur la Révolution en français. Elle s'est livrée une comparaison entre la Révolution française et la Révolution américaine. Qu'est-ce qu'elle dit, Hannah Arendt? Elle dit, la Révolution française, elle a été fondée sur le mot d'ordre d'égalité. Mais compte tenu de la situation sociale de l'époque, de la misère qui sévissait, c'était naturel. La Révolution américaine, en fait, eh bien, elle a été faite par une société qui était quand même plus homogène, même s'il y avait des pauvres et des riches, mais c'était quand même plus homogène. Le mot d'ordre n'a pas été égalité, ça a été liberté. Liberty, c'est connu. Deuxième élément, elle nous dit, la Révolution française s'est fondée sur des abstractions, comme par exemple la notion de volonté générale, qui est hypostasie, la notion de citoyen, qui est très abstraite.
Les Américains se sont fondés plutôt sur un équilibre de pouvoir. Deuxième élément intéressant. Troisième élément, elle nous dit les Français ont voulu une rupture avec la tradition, en particulier la tradition religieuse. Les Américains n'ont pas voulu de rupture avec la tradition. On leur reproche aujourd'hui encore de prêter serment sur la Bible, d'ailleurs. Ils n'ont pas voulu la politique de la table rase des Américains. Et c'est vrai qu'Hannah Arendt présente de façon plus favorable la révolution américaine en disant qu'elle n'a pas connu les dérives sanglantes qu'a connu la révolution française en 1993. Bon, après, évidemment, là, il y a des interprétations différentes, la théorie des circonstances pour ceux qui défendent la révolution, et puis il y a François Furet qui lui dit oui, mais enfin, quand même, la théorie des circonstances ne suffit pas pour expliquer tout. Bien, Hannah Arendt, elle dit, bon, la révolution américaine a été une révolution beaucoup plus sereine de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant, parce qu'Hannah Arendt ne parle pas de la révolution corse, vous l'avez compris. Ce qui est intéressant, c'est de transposer le raisonnement d'Hannah Arendt à la comparaison entre la Révolution française et la Révolution corse. La Révolution corse, premièrement, n'a pas eu comme mot d'ordre égalité, même s'il parle, de temps en temps, on parle d'égalité. Mais si vous prenez la justification, vous avez plusieurs dizaines d'occurrences du mot liberté, libertà, pas du mot igualdad. Si vous prenez le deuxième point soulevé par Hannah Arendt, des abstractions. Pas d'abstraction dans la Révolution corse, et d'ailleurs, les Lumières italiennes se méfient des abstractions. Lorsque Genovese va traduire l'esprit des lois de Montesquieu, parce que Genovese, c'est aussi le traducteur en italien de l'esprit des lois de Montesquieu, il va dans ses notes reprocher à Montesquieu sa métaphysique, c'est-à-dire en fait ses abstractions, alors que Montesquieu n'est pas le plus abstrait des auteurs français de l'époque. Mais on voit qu'il y a un rejet des abstractions par ces Lumières italiennes qui sont différentes, et Paoli est dans cet esprit-là. Et la Révolution corse ne s'est pas fondée sur des abstractions, mais sur des équilibres de pouvoir. Des équilibres de pouvoir, et c'est vrai que cela fait penser aussi à ce deuxième point abordé par Hannah Arendt. Enfin, troisième élément, les Corses n'ont pas voulu la rupture avec la tradition, et notamment avec la tradition religieuse. C'est d'ailleurs aussi pour cela que Paoli, 20 ans plus tard, va avoir un différend très grave avec la Convention. C'est aussi pour cela, pas seulement, mais la notion aussi de persécution religieuse est tout à fait présente. Et puis il y aura la révolte de la Crougette à la fin du siècle. On voit bien. Et puis il y aura même en 1905, en Corse, il y aura des problèmes lors de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc on voit que la politique de la table rase, les Corses, ce n'était pas vraiment leur idée. Alors, c'est vrai qu'il y a ces deux révolutions, qu'il y a ces deux traditions politiques qui en découlent, la Corse et la française. Mais c'est vrai aussi que la tradition politique française, elle a été, en Corse, intégrée dans une certaine mesure. Mais elle a été intégrée, y compris des notions de droite et de gauche. Elle a été intégrée à partir de la grille de lecture qui était la nôtre antérieurement. Et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, des couches profondes réapparaissent, elles émergent. Et les couches profondes, c'est le paolisme, c'est notre tradition politique originelle, qui n'est évidemment pas la seule présente aujourd'hui dans la politique corse, mais qui en tout cas a fait une réapparition remarquée. Je vous remercie pour votre attention, je m'excuse d'avoir été un peu long. Après cet exposé passionnant, je ne sais pas si vous avez fait comme moi j'ai fait comme au bon spectacle, je n'ai pas regardé ma montre. Voilà. Heureusement. Je n'ai pas regardé ma montre et je m'aperçois que nous avons peut-être le temps pour un échange, pour si le conférencier veut bien se prêter au jeu des questions-réponses, pour en consacrer peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Si vous avez besoin d'un complément d'information, personnellement, j'ai trouvé l'érudition dont a fait preuve le conférencier parfaitement maîtrisée, pas du tout accablante. Nous avons peuplé notre imaginaire, puisque nous y sommes, notre imaginaire de référence que nous allons nous empresser de compléter par la lecture, ne fût-ce que pour vérifier l'exactitude des informations qui nous ont été apportées, comme vous nous y avez invités. Moi, j'ai trouvé l'exposé extrêmement érudit, mais aussi plein de pondérations, mais non exempt de passion, et en particulier, mais une passion contrôlée, en particulier soumise à la censure de l'échange et de la critique. Il semble que tout cela est de très bon aloi. Mais cependant, il y a peut-être quelques questions qui restent pendantes ou quelques réactions que vous souhaiteriez
exposé pour que M. Talamone puisse y répondre. Il est vrai que c'était particulièrement complet et convaincant. Il faut un premier, donc, allez, je me jette. Moi, je voulais revenir un petit peu sur cette question d'éducation, de laïcité, des origines, comme ça, parce qu'on est dans une période quand même très, très intéressante. Sur la façon qu'on a dans les études françaises d'aborder justement cette période du XVIIIe siècle, certains érudits ou sociologues ou historiens de l'éducation font remonter très loin, jusqu'à d'Aquin, souvent par l'édit de Nantes, qui serait un premier acte justement de discussion pour que la tolérance puisse intervenir. Mais je crois que la période la plus fréquentée sur cette séparation en germe entre l'Église et l'État pour le pouvoir de l'éducation, c'est bien cette période de 1768-1769, au moment de l'éviction des Jésuites en France. D'ailleurs, ça a peut-être une influence, peut-être Eugène pourra préciser un petit peu là-dessus, l'influence des Jésuites en Corse et leur influence sur l'émancipation des Corses aussi. Mais en tout état de cause, ce qui va être important, c'est une lutte de pouvoir émergente entre le pouvoir d'État, français en l'occurrence, mais ça s'exprime peut-être moins dans les Lumières italiennes. Et dès la Chalotais, d'ailleurs, en 1768, on voit bien qu'il y a un enjeu sur le pouvoir que constitue l'éducation. L'éducation et la religion sont consubstantielles depuis le Moyen-Âge. Et le pouvoir, c'est justement que l'État va vouloir reprendre, d'ailleurs depuis François Ier, des parts sur l'éducation, de façon à ne pas laisser l'Église développer un pouvoir qui commence à être évident, et le XIXe siècle sera de façon incessante, notamment en France, un jeu, tu l'as bien défini par ailleurs, notamment à Bonifacio, quand tu dis le XIXe siècle, c'est un peu un pouvoir parlementaire, un peu la monarchie, la restauration, c'est très chaotique, et le centre de cette évolution chaotique, c'est bien cette évolution-là. Or, que fait Napoléon, que tu cites aussi? Il crée l'université, mais il crée l'université de façon monolithique contre la religion. L'université, c'est pas l'université telle qu'on la conçoit aujourd'hui ici, c'est pas l'université, l'éducation, l'enseignement supérieur. L'université, c'est l'ensemble du pouvoir éducatif dans un bloc monolithique de la maternelle à l'université, si j'ose dire, qui contrôle totalement, par des certificats, le pouvoir religieux, tout en lui accordant une part dans l'éducation, parce qu'il n'a pas les moyens, tout simplement par la Révolution, il n'a pas les moyens de nommer des instituteurs. Donc, la question que je te pose quand même, Julien, c'est, est-ce que Paoli est déjà dans cette logique de lutte, de prise de pouvoir par l'État, par l'institution, sur la religion, ou alors est-ce que c'est autre chose, mais en tout état de cause, je ne pense pas qu'on puisse associer Napoléon à cette vision-là, parce que Napoléon, avec l'université, il est quand même très très clairement dans la prise de pouvoir par l'État républicain, en se servant de l'Église, parce qu'il n'a pas les moyens de nommer un ensemble, de capillariser l'ensemble des instituteurs dans la nation, mais il est bien sur cette logique-là. C'est une vraie question que je pose, parce que la nation corse, malheureusement, n'est pas allée assez loin pour se demander s'il y a une forme d'émancipation par l'éducation, ou alors s'il y a déjà en germe la prise de pouvoir par l'éducation. Pardon d'avoir été un peu long. Moi, simplement deux mots, parce que j'ai beaucoup parlé, mais moi, il me semble qu'il y a évidemment les deux. Hein, c'est-à-dire que Paoli, d'une part, va amener, comme j'ai des idées, Jean-Baptiste Avico, dans ses leçons inaugurales, lorsqu'il commençait l'année universitaire, donc disait un certain nombre de choses. Et notamment, il a beaucoup parlé de... C'est aussi un théoricien de l'éducation important, Jean-Baptiste Avico. Et on ne peut pas imaginer que Paoli, donc ayant fait ses études à Naples, n'ait pas eu ces textes entre les mains. Et ce sont des textes qui, bien entendu, disent qu'il faut former les cadres. Ce sont les traités d'éducation, moi je parle du politique. Mais d'accord, mais le politique, à ce moment-là, a à mettre en œuvre un certain nombre d'idées. Et l'idée qui se fait du pouvoir politique, c'est aussi,
en fonction de son éducation napolitaine, hein, c'est aussi le fait de dire que l'État a cette charge. Alors par ailleurs, ça a aussi des avantages pour l'État de contrôler. On est bien d'accord, donc les deux choses se rejoignent. On voit bien que chez Napoléon, c'est pas du tout innocent non plus. Hein. On voit bien que le citoyen que veut former Napoléon avec le système qu'il met en place, ben, c'est un citoyen qui va dans le sens des intérêts politiques qui sont les siens. Mais Paoli aussi, donc dit clairement, hein, on le voit notamment dans tous les écrits relatifs à l'université, on voit très bien que Paoli lui-même veut former en fait des patriotes pour défendre la nation, pour former les cadres aussi de la nation, former aussi les cadres de la nation. D'ailleurs, il va former, il n'y a pas beaucoup de temps, hein, parce que finalement, il a que quelques années, mais quelqu'un comme Nobili Savelli va être étudiant à Corté, va être cadre de la nation, et ensuite combattant à Contello. Hein, donc, ce sont des finalement, il me semble que les deux idées que tu présentes, que tu proposes, sont présentes à la fois chez Paoli et chez Napoléon. Je pense qu'il y a à la fois une volonté de considérer que l'État a ce devoir et également un intérêt à contrôler quand même ce qui est essentiel finalement. Hein, parce que bon, l'éducation, alors que, évidemment que nous aujourd'hui, à notre époque, au XXIe siècle, qu'on ne considère pas l'éducation de cette manière-là, hein, on est loin de la pensée critique quand même au XVIIIe siècle. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans cet esprit, mais au XVIIIe siècle, c'est pas tout à fait... Hein, voilà, Est-ce que tu ne viens pas de faire la preuve de la véracité, de l'utilité d'une des notions dans ta thèse, dans ton livre, lorsque tu introduis la notion de dialogisme en l'opposant à celle de dialectique? Est-ce que ça n'est pas un peu ça? Est-ce que ce n'est pas ce qui se joue dans votre échange entre l'opposition et puis le basculement ou le roulement ininterrompu de notions qui sont réputées contraires mais dont le mouvement s'équilibre? Enfin, je ne voudrais pas entrer dans une forme de physique. Ce sont des éléments qui sont très bien maniés aujourd'hui par la pensée complexe. Hein. Bon, le dialogisme, en ce sens que, à la différence de la dialectique, il n'y a pas dépassement des contradictions, mais il y a organisation des contradictions sous une forme complexe. Hein, alors que la dialectique, ce serait le dépassement des contradictions. Alors, ce serait peut-être plus confortable intellectuellement de dépasser les contradictions, mais ce dont on se rend compte, c'est que dans la pratique, quel que soit le sujet, on se retrouve et surtout en politique, on se retrouve avec des contradictions indépassables, mais qui peuvent s'organiser. C'est un peu le rôle du politique, d'organiser ces contradictions, souvent. Non pas ses contradictions, ses propres contradictions. Parce que ses propres contradictions, c'est un petit peu son problème, il faut bien qu'il trouve à un moment donné une solution. Mais en tout cas, les contradictions qui travaillent une société, il faut les organiser. Hein. Il faut les organiser en ayant à la fois en tête l'esprit, l'éthique de conviction, parce que c'est une nécessité quand on fait de la politique, je crois. Non pas de la politique politicienne, mais de la politique au sens noble du terme, d'avoir des convictions et de les mettre en œuvre. Mais il faut aussi l'éthique de responsabilité, pour reprendre la fameuse distinction de Max Weber. L'éthique de responsabilité qui fait que, par moment, il faut prendre en compte les contradictions d'une société, essayer de faire pour le mieux, pour le bien public. Le bien public, qui est encore une notion essentielle dans les textes corses du XVIIIe et chez Pascal Pan et dans ses correspondances. La notion de bien public, l'attachement au bien public. Ça aussi, c'est quelque chose dont on pourrait parler pendant des heures, c'est essentiel. Martine, est-ce qu'on peut vous confier la tâche d'une conclusion qui prendra certainement la forme idéale? Non, moi je voulais, pour répondre, 30 secondes, hein, pour rebondir sur l'interpellation amicale de mon collègue Alain Dimé sur les jésuites, effectivement, sur la question des jésuites. Hein. Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, si ce n'est qu'on peut attendre des résultats d'une thèse qui est en cours, qui est menée sous la direction par Stefano Marchetti, professeur d'histoire, et qui est actuellement, qui travaille sur
sur les archives jésuites à Rome. Et il va découvrir un certain nombre des fonds qui ont été inexploités à la curie générale des jésuites, à la Banco Santo Spirito. Et effectivement, en 1767, ils sont expulsés de Corse. Ils sont expulsés, mais parlez avant, hein, avant cette période de là, parce que dans cette influence, elle est aussi après, moi je souscris alors totalement à la thèse de Jean-Guy. Je crois que sur ce que je connais sur le terrain des idées en Corse au XVIIIe siècle, la question elle n'est pas tant parce que bon, on parle de la situation en France, mais la France est quand même une société d'Ancien Régime qui est une société d'ordre et de caste. Avec le clergé qui est véritablement un pouvoir, et un pouvoir puissant dans la société française d'Ancien Régime. Bon, en Corse, excepté le haut clergé et les évêques génois, les 5 ou 6 évêques génois, le clergé corse, qu'il soit régulier ou séculier, il est logé à la même enseigne que le peuple, et il est issu de ce peuple. Et par conséquent, cette question d'un conflit ou d'une séparation, alors effectivement, il fait le nécessaire, parce que c'est aussi un homme de lumière, pour séparer je dirais, le pouvoir temporel du pouvoir, je vais dire, son pouvoir du pouvoir de l'Église, mais pour autant, il n'y a pas je ne pense pas qu'il faille chercher un conflit là où il n'y en a pas. On le voit apparaître, ça très clairement, sous la Révolution française. Et évidemment, il rejaillit en Corse. Il rejaillit en Corse avec la question, évidemment, de la constitution civile du clergé. Mais avant, finalement, excepté cette question des évêques génois, cette question, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur une laïcité apaisée, sereine, et on le voit très clairement dans tous les textes. J'ai entendu parler des faits, quand on lit la littérature corse, quand je dis la littérature, l'histoire, et cette question-là, elle est marginale. Elle est marginale. Alors elle se pose après avec une acuité. Mais sur les jésuites, pour répondre à la question des jésuites, il y a encore. Ce sont des agents coloniaux de Gênes. Pardon ? Ce sont des agents coloniaux de Gênes, par le savoir. C'est présenté comme ça. Oui et non. Oui et non. Enfin, ça c'est une autre. Un autre sujet, c'était sur le républicanisme de Paris. Parce que, certes, on peut parler de républicanisme de Paris, je ne conteste pas cette notion, mais je ne crois pas que ce soit un républicanisme au sens où on l'entend généralement en France depuis la Révolution française, c'est-à-dire comment dirais-je, un républicanisme de régime républicain. Je ne pense pas que Paul était vraiment tout à fait un adepte du régime républicain. Je ne pense pas que c'était très important pour lui, que le régime soit républicain. C'était comme Rousseau d'ailleurs. On pense que Rousseau était républicain, en fait. Rousseau s'accommode bien d'une monarchie. La République, c'est la République à l'ancienne, c'est res publica, res populi, selon le livre de notre collègue Lobran. Et donc, il faut que c'est la souveraineté, c'est le socle de souveraineté qui doit être, qui est la République, la souveraineté est la chose du peuple. Bon, donc, en ce sens, il est républicain. Mais pour le reste, je ne pense pas, par exemple, que quand il parle de règne oligorque, ce soit uniquement de la façade de la communication. D'ailleurs, il a montré à différentes reprises, au point qu'on a même cru qu'il allait se faire roi. Il y a des détracteurs qui ont parlé du roi Pascal, du trône du roi Pascal, on en a trouvé des morceaux. Bon, ça c'est de l'anecdote. Mais il a rompu avec la France au moment, en 93, au moment de la mort du roi. Il a dit par la suite que l'objectif de sa vie, enfin il a dit en substance que l'objectif de sa vie politique c'était la constitution du royaume anglo-corse, une constitution monarchique, mais le fond du pouvoir, la souveraineté, elle est populaire. Et c'est en ce sens que c'est une res populi. Et par ailleurs,
sur un autre point, sur l'égalité. Alors la Révolution corse n'a peut-être pas parlé d'égalité autant que la Révolution française. Mais Pascal Page, je pense qu'il était républicain, d'ailleurs, il était égalitaire. Le vice-roi Elliot lui reprochait justement de penser trop à l'égalité. Donc de ce côté-là, on peut dire un peu comme l'avait dit Soicourt, on se bat toujours pour ce qui nous manque le plus. L'égalité ne manquait pas tellement en Corse. La liberté manquait plus que l'égalité. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être cette idée que la Révolution corse n'est pas très égalitaire, elle est plutôt tournée vers la liberté. Il y aurait d'autres débats à faire autour de ça, sur les idées de Pâle, il faudra qu'on y vienne. On publie des lettres de Pâle, etc. Mais la pensée politique de Pâle, systématisée, ça pourrait faire l'objet peut-être de cycles de séminaires, de conférences, etc. Merci, c'est une réponse à la question ou à la sollicitation que Martine Mollet évoquait tout à l'heure, ou dirigeait vers nous pour les prochaines manifestations, les prochaines opérations à programmer. Une réponse, Jean-Luc Lanoux? Simplement quelques mots. C'est vrai qu'on a déjà, sur cette question-là, on a déjà échangé. Bien sûr que le républicanisme de Paul, il n'est pas le républicanisme comme vont le concevoir les révolutionnaires français. C'est d'ailleurs une partie de mon effort d'ailleurs d'essayer de le démontrer. Mais en revanche, il se situe dans une filiation et qui part de cette notion de républicain. Mais encore une fois, sur la question du royaume de Corse, sincèrement, je pense que c'est à un moment donné une affirmation qui n'a pas de prolongement institutionnel. C'est un peu comme lorsque les Florentins, en 1527-1530, entre 1527 et 1530, donc, forment une république, ou plutôt font renaître la République, et choisissent comme roi de Florence Jésus-Christ. Mais c'est quelque chose qui est, en termes de science politique, c'est une fiction, bien entendu, une fiction juridique et politique. Nous, c'est la Vierge Marie. Donc c'est à la fois très important, parce que évidemment, ça révèle un imaginaire qui est particulier, une présence du christianisme et du catholicisme extrêmement forte, mais en même temps, l'utilisation du mot royaume de Corse, à mon avis, ne contredit aucunement le caractère de république du régime paulien. Mais encore une fois, vous avez raison de dire que ce n'est pas la République comme l'ont entendu les professeurs de droit public lorsqu'ils travaillent sur la Révolution et sur ses prolongements jusqu'à nos jours. C'est autre chose. Mais effectivement, sur le républicanisme de Paul, moi, ce que je pense, et c'est un peu ce que j'essaie de faire à travers l'article ou le petit livre sur Paul et Machiavel que je suis en train d'écrire, enfin que j'étais en train d'écrire, que je compte reprendre, je crois vraiment que Paul est dans le courant du républicanisme classique, qui a été théorisé par Machiavel. Le théoricien, c'est Machiavel. Et je pense vraiment qu'il est vraiment dans ce courant-là. Et là encore, on pourra en discuter dans ce cadre, mais vraiment, lorsqu'on lit les correspondances de Paul, qui sont aujourd'hui disponibles, et ça c'est très, très important, lorsqu'on les lit sous cet éclairage, on se rend compte que Machiavel est à toutes les pages. Qu'il soit cité, parce qu'il est souvent cité, explicitement, par allusion, par code, mais Machiavel est, je dis à toutes les pages, j'exagère un peu, mais enfin, une page sur deux, vous avez Machiavel.